Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie est une histoire d'humour. Vous êtes la fille d'un maître de la BD aussi génial que modeste. Vous êtes aujourd'hui sa conservatrice en chef et la créatrice d'un prix en hommage à une œuvre qui est justement une somme. Bonjour Ariane Gottlieb. Bonjour Jacques Pessis. Alors c'est vrai que Gottlieb, effectivement, tout le monde connaît. Vous êtes sa fille et il nous a quittés hélas en 2016, comme on dit, le con. Hélas. Mais en même temps, c'est quelqu'un que vous défendez aujourd'hui. Vous avez créé un prix qu'on va évoquer. Et en même temps, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer son parcours et votre parcours à travers des dates clés. Mais on va commencer par entendre sa voix. Moi, j'ai fait la rubrique à braque avec des scénarios de Goscinny, uniquement pendant de 65, 6. Cette voix, elle est reconnaissable entre mille, hein. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Ah, c'est clair, et c'est vrai que vous avez encore de l'émotion quand vous écoutez cette voix, non? Ah oui, c'est sa voix, et quand je le vois bouger sur des vieux docs, c'est un petit peu compliqué pour moi. Bon, alors on va évoquer sa carrière. Et alors il y a une date que j'ai trouvée très importante. C'est le 10 mars 1972. C'est dans le numéro 648 de Pilote qu'est publié La Boule, une rubrique à braque qui est, je pense, qui vous a marqué et où il évoque pour la première fois vos 3 ans. Absolument. C'est la première fois qu'on voit le nom d'Ariane Gottlieb dans une BD de Gottlieb. Oui, tout à fait. Et c'était, je crois, la planche préférée de Pierre Arditi. Ah, je crois me souvenir qu'il l'a lu une fois, effectivement. À l'antenne, oui. À l'antenne. Alors, cette planche, vous l'avez découvert beaucoup plus tard, parce qu'à 3 ans, vous ne lisiez pas votre père. Non, à 3 ans, non. Je m'y suis mise très vite, mais oui. À 3 ans, non. Et je l'ai lu, j'ai évidemment pas immédiatement compris que ça me concernait directement. Mais ensuite, quand je l'ai compris, j'ai été drôlement fière. Alors, c'est une histoire qui est caractéristique de Gottlieb parce qu'elle mêle l'humour et l'émotion. Et ce qu'on ne sait pas toujours, au départ, c'était un conte. Il en avait fait une planche qui a été refusée par Goscinny. Je ne sais pas si vous le savez. Absolument pas. Et il a profité des vacances de Goscinny pour la faire publier dans Pilote. D'accord. C'était... je veillerai à vous consulter régulièrement, Jacques, quand j'aurai besoin d'informations. Alors, c'est vrai que Gottlieb, c'est l'humour, mais c'est aussi l'émotion. C'est le mélange des deux qui fait ce personnage. Oui, absolument. C'est-à-dire c'est-à-dire que c'est un homme qui sait raconter finalement et qui a réussi à mettre dans son travail des choses intimes et personnelles, et puis qu'il a raconté dans une autobiographie, parce qu'il a été extrêmement marqué par une enfance un peu compliquée. On va en parler, mais je crois qu'il vous a initié à l'humour très vite. Ah en ce qui me concerne, oui, plus que très vite. De quelle manière? Alors déjà, il s'est quand même passé des événements familiaux à hurler de rire, mais là j'étais petite, donc j'étais pas initiée, mais il faut croire que j'avais hérité, puisqu'il s'est quand même servi un verre de pastis, et avant de mettre l'eau, je suis passée par là, j'avais 2 ans et je marchais à peine. Et j'ai siroté le verre de pastis pur. Et donc, alors comme toujours dans ces cas-là, mon père était absolument plié de rire par terre, puisque moi j'étais quasi ivre. J'ai même mis ses chaussures, c'était filmé. Et ma mère, folle d'inquiétude, comme toujours. Voilà. Et votre mère a partagé cet humour depuis les débuts, parce que ils se sont rencontrés, je crois, dans les studios de Paul Vinclair, qui avait Opéra Mundi, un studio de bande dessinée. Complètement. Et je crois qu'il débutait à l'époque. Ah oui, complètement. Il débutait même tant et si bien qu'il n'était absolument pas parti pour cette... il était parti pour dessiner, mais pas pour ce que ça a donné par la suite. Je crois que votre mère, Claudie, assurait les retouches d'un magazine s'appelait Confidence. Ah, complètement. Qui était le premier magazine féminin presse du cœur dans les années 35. Ça, encore une fois, c'est tout à fait possible, mais vous me l'apprenez. Et je crois qu'ils se sont beaucoup amusés ensemble depuis ce moment-là. Oh oui, ils se sont beaucoup amusés ensemble. Et puis à cette époque-là, il y a d'autres personnes qui sont toujours là et qui sont toujours nos amis. Maryse Grousset, et qui était à cette époque-là aussi chez Vinclair.
Et je crois qu'ils se sont tous beaucoup amusés. Alors, je crois surtout que Gottlieb a été marqué, vous vous disiez, par cette jeunesse difficile. Je crois qu'il a vu son père partir avec la Gestapo. Alors, honnêtement, je peux pas vous affirmer à 100% que de ses yeux, il l'a vu. Il avait 8 ans, de toute façon, donc ses souvenirs sont quand même un petit peu altérés. Mais par contre, l'histoire qu'il y a autour, le fait que au départ, son père se soit engagé pour la France, puis est rentré, puis est reparti, évidemment, de par l'histoire qui a été la Shoah et la rafle de tous les juifs possibles et imaginables. Et lui, il s'est retrouvé comme ça, Marcel Gottlieb, à la campagne, avec une chèvre qu'il a évoquée dans une bric-à-brac. En fait, il était rue Ramet avec sa maman et sa tante. Et puis, très rapidement, elle a plus pu continuer à gérer les deux en même temps qu'elle-même se protéger, etc., etc. Donc, elle a placé effectivement mon père et ma tante à Rueil-la-Gadelière. Alors, vos jeunes années donc ont été bercées par la bande dessinée. Je voudrais que quand vous avez compris l'intérêt des planches de Gottlieb, vous avez imaginé, je crois, un trafic d'albums Ariane Gottlieb. Ah, complètement, parce qu'en fait, j'avais, comme beaucoup de jeunes enfants, notamment primaires, très envie d'être très populaire. Et j'avais trouvé comme moyen le fait d'échanger ou bien de donner des bandes dessinées qui étaient les exemplaires d'auteurs que mon père avait planqués au grenier. Moi, j'avais trouvé la cachette et alors je distribuais ça à qui mieux et j'essayais par là de me faire aimer etc. Et votre père l'a su, Gottlieb a su que vous lui voliez ses albums? Je crois qu'il l'a su, mais finalement beaucoup plus tard. Voilà, ça l'a pas gêné, c'est le genre de choses. Non, je pense que ça l'a plus fait marrer. Oui, car il faut savoir que Gottlieb faisait partie de cette bande de dessinateurs qui ne se prenaient pas au sérieux en France et en Belgique. Il y avait Tibet, il y avait Uderzo, Peyo, qui vivaient vraiment sans imaginer qu'ils étaient des stars de la BD. Alors, complètement. Et puis, comme c'était les prémices, quand même, malgré tout, du gros succès qu'a pris la bande dessinée ensuite, qui était plus vers 72, 73, au tout début, ils en revenaient pas de ce qui était en train de leur arriver, finalement. Et donc, effectivement, même les débuts d'Angoulême, ils restaient tous extrêmement humble et discret. Hergé m'a un jour raconté que lorsque les 3 hommes qui sont allés sur la Lune lui ont demandé un album dédicacé, il n'imaginait pas. Pour lui, il faisait des choses pour les enfants. Bien sûr. Oui. Et alors, vous êtes devenu ensuite, à cette époque-là, justement, en fréquentant ces gens-là, une spécialiste d'histoire qu'on ne peut pas raconter aujourd'hui, un peu salace, un peu scato, car il adorait ça. Je sais très très bien d'où vous tenez en majeure partie cette information, et je pense encore à lui régulièrement, qui était Tibet, et que ça faisait hurler de rire parce que je racontais toujours des histoires salaces, effectivement. Et ça m'a poursuivi ensuite dans mon travail, je racontais des histoires salaces aussi. Oui, Tibet qui était le créateur de Chic Bill et Ricochet, absolument. Et qui était tellement farceur, un jour il a réussi à trafiquer un contrat d'édition sans que personne s'en aperçoive. Il demandait à l'éditeur de lui prêter sa femme pendant 24 heures, une fois par an. Ça a été signé sans le moindre problème. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Ah non, on peut plus, mais il y a tellement de choses qu'on peut plus imaginer aujourd'hui, surtout chez les dessinateurs de cette époque-là. Alors, vous avez grandi, vous êtes devenu script à la télévision, dans de bon nombre d'émissions. Ça a été votre métier premier. Tout à fait, c'était une vraie vocation qui m'est venue grâce à mon père, qui m'a montré un jour La Nuit américaine de François Truffaut. J'ai vu Nathalie Baye, j'ai dit je veux faire ça. Après, j'ai vu Dany. J'ai dit, bon, je passerai par là. Oui. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages en long métrage. Et puis ensuite, j'ai jugé que l'audiovisuel était plus adapté au rythme de vie que je voulais avoir. Et j'ai eu la grande chance d'être aidée par Pierre Tchernia, qui m'a mis un pied dans la télé. Et vous avez travaillé pendant des années dans les coulisses de la télévision. Oui, j'ai été script à Canal 30 ans, presque, 29 ans. Et comme j'étais intermittent du spectacle, je travaillais aussi ailleurs, ce qui m'a permis d'avoir la chance de travailler notamment 5-6 ans avec Christophe de Chavannes, que j'ai
beaucoup aimé. Et puis d'autres personnes qui n'étaient pas à Canal. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, votre mission, c'est défendre l'œuvre de votre père, Gottlieb. Et on va continuer à en parler à travers une autre date, le 17 février 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Ariane Gottlieb pour parler de Marcel Gottlieb. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, mon invité aujourd'hui dans les clés d'une vie, Ariane Gottlieb, la fille de Marcel Gottlieb, dessinateur de génie que vous défendez à travers un prix et que nous évoquons parce qu'il a été aussi un maître de la BD des années 60 à 2000 pratiquement. Et on l'évoque à travers des dates. Et là, le 17 février 1974, c'est sa première télévision. C'est la première fois qu'il apparaît à la télévision pendant quelques secondes. C'est le début du premier festival d'Angoulême et il interviewe en anglais, avec 3 phrases, quelqu'un qui est Harvey Kurtzman, qui est le créateur de Mad. Je ne sais pas si vous connaissez cette séquence. Alors cette séquence, elle est passée dernièrement beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je la connais effectivement. Le festival d'Angoulême en est assez balbutiement, je crois que personne n'y croit. Le musée a prêté les lieux pour quelques dessinateurs, et à l'époque on n'imagine pas ce que ça va devenir, et Gottlieb est là la première fois. Absolument, tout à fait. Il y croyait beaucoup. Gottlieb, Claire, Bretéché... oui, ils sont quelques-uns. Ils sont quelques-uns à avoir défendu une BD, mais c'était une autre époque. C'est-à-dire que quand il parle anglais avec Kurtzman, c'est assez étonnant, c'est 3 phrases. Mais Mad, qui est le journal de Kurtzman, c'est un modèle pour lui comme pour Goscinny. Absolument. Alors ça, à 8000%, papa était extrêmement fan de Mad Magazine. C'était un journal très particulier. C'est en tout cas ce qu'il a essayé de copier, puis qui aime bien, copie bien, dans Fluide. C'est un journal à part, effectivement. Tout à fait inspiré par l'absurde, le loufoque, et avec le style que Gottlieb a imposé. Mais il faut savoir que quand il interviewe Kurtzman, il parle anglais. Je suis pas sûr qu'il parlait beaucoup anglais, Gottlieb. Alors, il finissait par bien se débrouiller. Par contre, il avait un accent à couper au couteau. Il avait en fait un accent anglais parigot. Oui. C'était très étonnant comme mélange. Et il a fait, je ne sais pas si vous le savez, un congrès à New York dans les années 70 où il a essayé d'expliquer le calembour français à How do you do your poil, ça n'a pas marché. Et il a traduit par How do you do Glas Fairbank Jr. and Yul Brynner. Not bad and Yul Brynner, absolument. Voilà. Est-ce que les Américains comprennent ce genre de choses? Je n'en ai aucune idée. Il l'a tourné aussi dans un petit court-métrage qui a été fait par Patrice Lecomte avant qu'il ne soit réalisateur de cinéma, qui s'appelle And My Name is Marcel Gottlieb, ou Tout à la plume, rien au pinceau. Et à un certain moment donné, il y a un interlude dans ce petit court-métrage qui est assez tordant, et dans lequel il s'imagine plus ou moins en tant que star, et il est en costard blanc avec une poursuite sur lui sur fond noir, et là il raconte la blague How do you do Glas Fairbank Jr. Not bad and Yul Brynner, et c'est assez rigolo. Et Patrice Lecomte doit beaucoup d'ailleurs à Gottlieb. Je crois qu'il a tourné les premières pubs grâce à Gottlieb et à Pilote. Oui, les pubs de Pilote, qui sont complètement tordantes. Et c'est vrai que Patrice Lecomte était un fan de Gottlieb dès le départ. Absolument, et puis après ils ont transformé ça en de l'amitié. Alors l'art du dessin par Gottlieb, c'est venu très très jeune, je crois qu'il dessinait déjà sur les murs quand il était bébé. Sur les murs bébé, j'en sais rien, mais à l'école, dans ses cahiers, dans ses rédactions, tout était illustré. Et puis ensuite, à l'armée, il avait fait la fresque de la salle principale, enfin. Sans avoir fait les beaux-arts. Ah non. C'était instinctif chez lui. Oui, il a pris des cours du soir. J'ai ses cahiers mais où il se cherchait, il n'avait pas trouvé son style. Il cherchait son style et il avait aussi des difficultés. Je crois qu'il a vécu dans une chambre de bonne en prenant l'électricité chez sa voisine, qui était une cantatrice, Régine Crespin. Ok, là, à nouveau, c'est quelque chose que vous m'apprenez. Je me demande si je vais pas plutôt vous embaucher pour vous occuper de papa, parce que là, je suis larguée. Non, mais Régine Crespin était une grande cantatrice qui a failli tourner avec De Funès dans Le Crocodile. Elle devait être sa femme, mais malheureusement De Funès a eu une attaque cardiaque et n'a pas pu tourner ce film. D'accord. Mais c'était une des plus célèbres cantatrices françaises. Okay. Et à l'époque, Gottlieb avait une idole. Il chantait dans cette chambre de bonne cette chanson. Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. C'est vrai qu'il avait une passion pour Georges Brassens, Gottlieb. Ah, le mot est faible. C'est-à-dire c'était une idole.
C'était une idole pour lui. Un jour, il aurait eu, grâce à Maxime Le Forestier, la possibilité de le rencontrer de manière tout à fait intime, c'est-à-dire, en gros, d'aller dîner chez lui, et il a refusé. Pourquoi ? Parce que Maxime lui a dit « Mais non, mais franchement, Marcel, t'es con, on va passer un bon moment, on sera 4 à table, ça sera... » Et papa a dit « Non, Maxime, je ne peux pas rencontrer mon idole. » C'est fou, hein. Alors que Brassens était accessible à tous. Un soir, il arrive à Bobino et il y a un spectateur qui l'apostrophe dans la rue. « Ah, Georges, tu viens boire un coup ?» Et pour ne pas le décevoir, il est allé boire un café avec lui au bistrot d'en face. Probablement qu'il était accessible, mais en tous les cas, je sais que papa, c'était pas possible pour lui, en fait. Alors, les premiers dessins, il les dépose dans différents journaux. Et je crois que c'est au journal Vaillant, le journal de Pif, qui va débuter. Absolument. Ça se passe comment ? Alors écoutez... Je crois qu'il fait Nanar et Jujube. Oui, en fait, c'est même Nanar et Piette. Oui. Et Jujube, Guéluron, finalement, n'existe pas encore véritablement. Assez rapidement, il apparaît, mais il n'est pas du tout le personnage central, finalement. Et c'est plus tard qu'il prendra de l'importance et que finalement les autres vont s'effacer. Guéluron, au départ, il avait, je crois, besoin d'un chien dans une planche. Il a donc dessiné Guéluron, qui est un chien triste qui n'a ri qu'une fois. Alors, il a probablement ri qu'une fois, et j'imagine que c'est vous qui allez m'apprendre quand. C'était la première planche de Guéluron, il rit, et après il ne rit plus jamais. Mais Guéluron, la joie de vivre, ça a été aussi un départ dans la bande dessinée, c'est une série qui est devenue culte. Absolument. Alors c'est vrai que de toute façon, papa a été quand même beaucoup inspiré par les chiens tristes, que ce soit surtout Droopy, et puis les chiens fatigués, comme Snoopy. Et ça a marqué une génération, Guéluron, avec un jeune lecteur du Var, Jean-Pierre Liégeois, qui écrivait sans arrêt à Guéluron. C'était le courrier des lecteurs, oui. Voilà. Et Jean-Pierre Liégeois, il existait. Jean-Pierre Liégeois a complètement, parfaitement existé. C'était son beau-père, c'est mon grand-père, le père de ma maman, et qui ne s'appelait absolument pas Jean-Pierre. Pierre était son deuxième prénom, il s'appelait Jean Liégeois. Et il est devenu une vedette de la BD. Ah oui, complètement. Ça l'a marqué Ah oui, ça le faisait énorme, ça le faisait beaucoup rire, mon grand-père. Il était très fier. Mais Gottlieb faisait partie de ces générations qui aimaient bien les private jokes, les choses comme ça qu'on ne peut comprendre qu'entre soi. Absolument, mais je pense qu'il se débrouillait quand même pour faire de la private joke quelque chose qui puisse être compris par tous. Alors, je crois qu'au départ, Guéluron, ça n'a pas marché. Je crois qu'il était dans les derniers au classement du référendum de Pif, de Vaillant, mais c'est devenu culte ensuite. Oui, c'est devenu culte, ça a été le départ pour lui, c'était son premier héros. Oui. Et puis après, il y a eu une bonne période sans héros qui a été fantastique, qui était la rubrique à braque, même s'il y avait plein de héros au milieu de la rubrique à braque. Mais avant, il y a eu les Dingo Dossier, parce que je crois... Et les Dingo Dossier avec René, bien sûr. Je crois qu'il va voir René Goscinny un jour à Pilote, et il lui propose ses planches. Oui, tout à fait. Et je crois que Goscinny a flashé immédiatement. Non, pas tout à fait. En fait, c'est d'abord... son compère Jean-Michel Charlier qui a vu les planches et qui a dit à René tiens René, regarde ça. Donc René a posé un œil là-dessus et il a dit oui, bon ça, ok, bon bah ça c'est très bien, super, une ou deux par dans Pilote régulièrement. Une ou deux pages par dans Pilote. Voilà. Et là, mon père n'a pas du tout compris ce qui était en train de lui arriver. Et bon, c'était fantastique. Goscinny a compris que dans Gottlieb, il y avait cette forme d'humour qu'il appréciait. Je ne sais pas s'il l'a compris, mais en tout cas, je sais qu'il a eu un instinct faramineux et qu'il ne l'avait pas eu que pour lui, parce c'est aussi quand même un grand découvreur de talent. Et effectivement, il a su voir que ça allait le faire, quoi. Oui, c'était Les Dingo Dossier, qui est devenu le premier classique, écrit par Goscinny, car il écrivait à l'époque, il avait le temps d'écrire des scénarios en dehors d'Astérix. Absolument. Il faut savoir que Goscinny et Charlier ont repris Pilote, je ne sais pas si vous le savez, Ariane Gottlieb, parce que le journal au départ lancé par Radio Luxembourg a été un échec, c'était un pari match des jeunes, et Goscinny était vaguement conseillé, on les a appelés pour lancer le journal, et c'est devenu culte grâce à eux, avec ces planches-là. Je ne suis pas étonné. Mais il n'en revenait pas, effectivement, car il était très modeste, Marcel Gottlieb. Oui, alors c'était terrible. Il était maladivement modeste. Maladivement humble et maladivement modeste. Et il ne croyait pas en ce qu'il faisait ?
Bah si, je pense qu'il faisait selon ses désirs, certes, mais ça voulait pas dire pour autant qu'il imaginait que ça pourrait le mener si loin. Et Léna Dossier, c'est vraiment le début du style de Gottlieb ? Oui, on est dans le début de son style. Il commence à se trouver grâce à René et avec l'aide de René, que lui considérait vraiment comme un papa, un père spirituel. Hein. Un père spirituel. Absolument. Hein. Papa m'a toujours dit qu'il voulait être enterré avec 2 missives, celle de son père, la dernière lettre qu'ils ont reçue des camps, et la dernière lettre qu'il a reçue de René. Et je les ai pas retrouvées au moment de l'enterrer, mais je les ai retrouvés maintenant. Et effectivement, papa a été, pour lui, René, c'était astronomique. Oui. Et il y a eu d'autres grands moments dans la vie de Gottlieb qu'on va évoquer à travers une autre date, le 12 mai 1972. A tout de suite sur Sud Radio avec Ariane Gottlieb pour parler de Gottlieb. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Ariane Gottlieb, la fille de Marcel Gottlieb. Nous parlerons tout à l'heure du prix Gottlieb que vous avez lancé et qui a été remis voici quelques jours. Et on évoque Gottlieb, sa mémoire et son parcours à travers des dates. Le 12 mai 72, c'est la date de la parution du premier numéro de l'Écho des Savanes. Et ça a été une révolution. Ça a été une révolution, oui. Il a dû passer par un moment très très difficile quand il est parti de pilote, et un moment très difficile personnellement, puisque René s'est senti trahi et que papa était bouleversé et a eu très très peur. Mais bon, il s'est lancé, il avait besoin de ça. Il s'est fait accompagner par 2 amis qui étaient Claire Bretéché et Nikita Mandrika, et ils ont monté l'Écho des Savanes. Et ils ont cassé leur tirelire pour monter les éditions du fromage. Absolument. Et c'était une révolution parce que pour la première fois, on proposait des BD humoristiques en France réservés aux adultes. D'ailleurs, c'était écrit sur la couverture. Oui, tout à fait, c'était écrit. Bande dessinée pour adultes. Mais c'était une révolution, parce que comment Gottlieb s'est-il lancé dans cette aventure ? Parce que ça n'avait rien à voir avec ce qui se faisait. C'était une envie, un désir ? Je crois que c'était son évolution artistique. Ces années-là étaient propices à beaucoup de choses, hein, la libération de la femme, toutes ces choses-là, et le fait de pouvoir déconner à plein tube sur des choses un peu plus légères, sur du cul. Oui. Et oui, je crois qu'il avait besoin c'était une émancipation pour lui. Oui, dans le premier numéro, il y a une version de Blanche-Neige et les 7 nains réservée aux adultes qui n'a rien à voir avec le conte, ni avec le film de Walt Disney. Complètement. Ça a fait scandale d'ailleurs à l'époque. Alors, si ça a fait scandale à l'époque, j'ai envie de vous dire, que se passerait-il aujourd'hui ? On est d'accord. Mais en même temps, c'était très drôle. Et il faut savoir que Blanche-Neige et les 7 nains, c'est le classique de Walt Disney, auquel personne ne croyait. Tout le monde persuadait que ce serait un échec. On l'appelait la folie de Walt Disney. Et il a écrit une suite, Le Retour de Blanche-Neige, qui n'a jamais été tournée et on ne sait pas pourquoi. Alors, la suite, ça peut être cette version de Gottlieb. Alors, le trimestriel Écho des Savanes, qui a marqué une époque, c'est un succès, parce que Gottlieb est au sommet de sa gloire à cette époque-là. Ah, ça, c'est un fait, oui. À ce moment-là, c'était vraiment l'explosion totale, quoi. Pour lui, 72, ça a été la montée vers les cieux de célébrité, entre guillemets. Oui, mais en même temps, il se trouve qu'à l'époque, il avait fait la rubrique à Braque, et la rubrique à Braque, elle est née parce que il fallait faire quelque chose d'autre que les dingos dossiers. Goscinny ne pouvait plus, et il a donné carte blanche à Gottlieb. Oui. René, oui, absolument. Oui, il a donné la priorité à Gottlieb, et ça a été la première chose qui lui a permis de sortir pas de l'anonymat, mais enfin de le faire connaître. Oui, mais la rubrique à Braque, c'est son œuvre personnelle. Oui, en tous les cas, c'est son œuvre majeure. Lui-même le pensait. Il était vraiment très fier. Pour être modeste, pour le coup, il était très fier de la rubrique à Braque. Oui, d'ailleurs, je crois qu'au bout de 12 semaines, il a arrêté en disant que ça n'a pas d'intérêt. Et il a fallu que Goscinny lui donne quelques jours de vacances pour qu'il revienne. Ça m'étonne pas. Alors, en fait, je ne sais pas si vous le savez, il en a fait ras-le-bol de la rubrique à Braque, il n'y croyait pas. Il propose des planches avec réserve animalière. Goscinny dit oui, parfaitement conscient qu'il y a un passage à vide. Et lui, allez, va te souder la gueule et tu reviens avec des planches.
Et c'est comme ça que ça s'est passé. Génial. Et c'est vrai que la rubrique à braque, ça a marqué une génération, Ariane Gottlieb. Oui, puis en termes de documentaire animalier, ça se pose là un petit peu. Oui. Hein. On a quand même un héros... Un héros caché, parce qu'il a pas eu ses œuvres à lui, mais il y a professeur Burp qui nous fait l'apologie de tout un tas d'animaux que je trouve moi personnellement, qui sont devenus cultes. La hyène, le pélican. Et ça venait comme ça? Il vous racontait comment ça venait ou ça se passait comment? Je pense qu'à cette époque-là, les idées fleurissaient dans tous les sens très vite. Et ça partait, et il partait sur un délire complet. Complet. Et je crois qu'il s'est aussi dessiné, ce qui était une première. Alors, en tout cas, dans le monde de la BD, c'était peut-être, c'était sûrement une première, c'est sûr. Et oui, je pense que l'artiste a toujours une part d'égocentré aussi importante que celle du névropathe et du génie, si je puis me permettre. Mais en fait qu'il se dessinait beaucoup et ça faisait partie de l'histoire, il était son propre personnage. Absolument, oui, tout à fait. Parfois, il rentrait d'une case extérieure ou en tous les cas, il était toujours dans un coin. C'était un peu le Hitchcock de la BD, de la bande dessinée. Et je crois d'ailleurs qu'on le reconnaissait dans la rue parce qu'il s'était dessiné. Mais c'est un fait, effectivement. Et je crois que ça lui plaisait bien. Et il y a aussi des personnages mythiques comme Isaac Newton, qui est né dans la première planche de la rubrique à braque. Oui. Pourquoi? Il avait envie, ça l'amusait? Je pense que oui, ça l'amusait. Et puis cette histoire de pommes, et puis cette histoire voilà. Papa était en plus un matheux, donc... Il adorait ça. Il adorait ça, et il en avait vraiment fait un héros aussi, au sein de la rubrique à braque. Il fait partie des héros de la rubrique à braque, comme le professeur Burp. Et il y avait aussi des brocolis dans le minestrone, parce que je crois qu'il détestait les brocolis. Peut-être qu'il les détestait, mais ensuite, finalement, il les aimait bien. Oui, ça a servi beaucoup. D'ailleurs, les brocolis ont été popularisés grâce à Gottlieb. Ah, complètement. C'était un fruit un légume qui n'existait pas, faut le savoir. C'est mon père qui l'a créé. Exactement. Alors, il y a la coccinelle aussi. La coccinelle était vraiment un déclic pour Gottlieb. Comment elle est née, cette coccinelle? Elle est née, en fait, il l'a beaucoup raconté, et très souvent, elle est née parce que papa n'aimait pas faire les décors. Il n'aimait pas dessiner derrière les personnages, donc c'était très blanc et selon lui trop vide. Donc il a intégré un peu à la manière Disney, encore une fois, à la manière La Fée Clochette. Il a intégré la coccinelle, il a intégré la souris dans Galuron, il a intégré Momo le Morbac après. Il a mis des petites bestioles comme ça. Oui, et la coccinelle est devenue même un personnage de dessin animé. Ah, oui. Complètement. Elle a œuvré sur quelques œuvres majeures de peinture dans des petits shorts qui étaient diffusés sur Canal. Et c'était génial ce moment-là parce que papa était un immense fan de peinture et de pouvoir mettre la coccinelle qui fait des bêtises sur l'origine du monde, ça lui plaisait beaucoup. Mais c'est vrai que ces personnages de la rubrique à braque, il les développait, c'était son univers, il les développait petit à petit au fil des semaines. Oui. Ça venait comme ça. Vous avez assisté vous-même à des créations de scénarios Non, je raconte souvent que parfois j'étais à ses côtés et parfois je donnais des idées, mais finalement innocemment et sans le faire exprès. Parce que j'étais jeune et que les enfants disent beaucoup de bêtises. Et souvent, les bêtises que disent les enfants faisaient rire mon père, surtout quand c'était sa fille qui les disait. Donc c'est vrai que j'ai pas assisté à la création mais puis après, plus tard, il me posait beaucoup de questions. Oh, j'ai pas d'idée, donne-moi une idée. Il y a eu un moment où il n'avait plus d'idées pour la rubrique à braque ou pour ses séries? À cette époque-là, non. C'est plus tard qu'il a plus eu d'idées. Voilà. Mais à cette époque-là, il travaillait très très vite en plus. Il dessinait très vite. Il travaillait vite, il travaillait beaucoup, jour et nuit. Il avait besoin fallait que ça sorte. Fallait que ça sorte. Et c'était facile. Oui, mais en même temps, on n'imagine pas qu'un dessinateur de BD passe quelquefois 10 à 12 heures devant sa planche pour faire une page. Alors oui, parfois c'était le cas, parfois ça allait plus vite encore, mais c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer
qu'il ait pu être aussi prolifique. Mais est-ce qu'il se rendait compte que ça avait du succès, que de plus en plus ça touchait des gens, ou ça le surprenait, Gottlieb? Je crois qu'il y a un mélange des deux, c'est-à-dire que forcément, il y a des chiffres, donc il finissait bien par se rendre compte, mais il était toujours très étonné, et ça, c'était relatif à sa modestie. Alors, il y a un autre personnage qui a beaucoup compté dans sa carrière et qui a été chanté par le Grand Orchestre du Splendide. C'est vers des bonbons, c'est vers des bonbons. Ouvrier, président, entends-tu venir de l'espace? Ce héros au grand cœur qui nous sauvera de la poisse. Super Dupont, par le Grand Orchestre du Splendide, c'est aussi c'est un personnage qu'il a créé au départ avec Jacques Lob, un de ses copains. Oui, il a créé ça, il l'a raconté aussi. En fait, ils étaient tous les deux chacun de leur côté, et puis ils ont eu l'idée de ce héros tous les deux en même temps, qui avait aussi le béret, la baguette, le fromage, le pinard. Et ils se sont contactés et ils se sont dit, faisons surtout pas ça chacun de notre côté, faisons ça ensemble. Alors, ce personnage avait un passé, c'était soi-disant le fils du soldat inconnu. C'est ça? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. D'ailleurs, on s'est toujours demandé, un humoriste s'est un jour demandé pourquoi on n'avait jamais donné de pension de guerre et de veuve à la veuve du soldat inconnu. Oui. Alors, c'est vrai que ce personnage a immédiatement touché beaucoup de gens. Oui, puis c'était dans l'air du temps à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire un Super Dupont. On a parfois l'impression que la réalité a dépassé la fiction. Même si ce héros a un degré d'importance énorme, je trouve, et serait bienvenu sur les toiles de cinéma. Oui, parce que justement, il y a eu les albums. D'ailleurs, il a travaillé sur quelques albums avant de passer la main, je crois, Gottlieb, sur Super Dupont. Mais Super Dupont a continué. C'est-à-dire que très rapidement, Alexis a rejoint l'équipe de Jacques et de Papa. Et puis malheureusement, trop rapidement, Alexis est parti faire un tour là-haut pour y rester. Et à partir de ce moment-là, Papa a pris un peu le relais en termes de dessin. Puis c'est Jean Solé qui a continué. Et puis il y a eu une comédie musicale, Super Dupont, avec Jérôme Savary, qui a beaucoup touché Marcel Gottlieb. Ça l'a beaucoup touché. Jérôme et Papa étaient assez proches. Et Papa avait déjà œuvré pour Jérôme avant, mais plus en termes de dessin. Et puis c'est Jérôme Savary qui lui a dit un jour, tu sais quoi, on va faire Super Dupont. Et tu sais quoi, on le jouera au Casino de Paris. Et ça s'est fait. Et ça a été une période pour mon père exceptionnelle. Les mois de répétition à Béziers, et toute cette période-là, mon père nageait dans le bonheur. Oui, en même temps, il fallait suivre Savary. Moi, un jour, j'ai fait un spectacle avec Savary, 35 jours de répétition, 35 versions du texte. Le texte changeait tous les jours. Oui, parce que de toute façon, Jérôme, c'était comme ces grands fous du monde du spectacle. Et ça lui a donné l'occasion à Alice Sapritch de jouer Gottlieb. Oui. Ça c'était... c'était énorme. C'est-à-dire? Même moi, je l'ai... mon père n'y croyait pas. Il disait à Jérôme, mais enfin, Jérôme, Alice Sapritch, de quoi parles-tu? Et puis lui, il défendait, il dit, mais si, je suis sûr que ça va la beauté, il n'y a pas de problème. Et elle est arrivée, elle a fait ça, et c'était génialissime. Oui, parce qu'elle était en pleine gugusserie, c'est-à-dire qu'elle adorait ce genre de personnage totalement atypique. Ah, complètement. Mais après, elle avait un statut... c'est vrai que mon père la voyait pas accepter de faire ce genre de rôle dans une pièce de théâtre, mais c'était fantastique. Super Dupont, Gottlieb, au Casino de Paris, avec Alice Sapritch et Jérôme Savary et le Grand Magic Circus, c'était génial. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça mériterait d'être repris dans l'air du temps. On aurait besoin d'un Super Dupont, non, Ariane? Ça serait bien, ça serait bien. On en a tant besoin que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby a eu ce petit bout interprété par Jean Dujardin, qui est pas si loin que ça d'un Super Dupont. Voilà. Et effectivement, et Dieu sait si le rugby est cher à Sud Radio et que nous l'évoquons chaque week-end. Et c'est vrai que ça fait partie des souvenirs importants et ça nous relie à Gottlieb et à la date suivante qui est le 13 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Ariane Gottlieb, parler de Marcel Gottlieb.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Ariane Gottlieb, pour évoquer Marcel Gottlieb. On a évoqué son parcours, la rubrique à Braque, l'écho des savanes, ses débuts, votre présence auprès de lui. Et puis, le 13 avril 2024, pour la 2e édition, on remet le prix Gottlieb de la BD humoristique. Et ça, c'est quelque chose que vous avez créé et auquel vous tenez beaucoup, Ariane Gottlieb. Alors, l'idée m'a été soufflée, hein. Elle m'est pas venue toute seule, mais effectivement, aujourd'hui, j'y tiens énormément pour beaucoup de raisons. La première étant que ça récompense un jeune artiste et la bande dessinée humoristique. C'est un prix qui n'existait pas, ni en tant que prix Gottlieb, ni en tant que récompense de bande dessinée exclusivement humoristique. Ensuite, donc ça encourage à en faire, et puis de jeunes auteurs. Et puis pour moi, c'est emblématique de mon père et du fait qu'il faut absolument continuer à parler de lui et à lire du Gottlieb. Et à trouver des disciples, parce qu'effectivement, et je crois qu'il a donné beaucoup de conseils à des jeunes, parce qu'il était modeste, mais en même temps, quand un jeune venait lui demander quelque chose, il était toujours présent pour voir les erreurs. En tout cas, sur les 10 dernières années de sa vie, c'est pas qu'il était moins modeste, mais c'est que, je pense qu'il avait un peu plus de bouteilles. Et voilà, il donnait des conseils. Et qu'il aimait ça. Organiser un prix, ça veut dire d'abord trouver un jury de personnalités. Et vous avez trouvé des personnalités, dont Eddie Mitchell d'ailleurs, je crois. Absolument. Qui a accepté sans problème. Ah il a accepté, oui, tout de suite. Il a accepté tout de suite par le biais de... Ça a été même plus compliqué que ça, c'est qu'Hélène Verlet... qui m'avait soufflé l'idée du prix au départ, m'a dit « En tout cas, si tu le fais, j'ai déjà pour ton jury Eddie Mitchell qui veut le faire et qui a dit oui. » Oui, parce que c'est un fou de BD. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y avait à une époque Sage Édition qui étaient des petits formats, des petits bouquins. Et lorsque Sage Édition a fermé, a déménagé, il a appris que tout allait partir. Il est allé la veille, il a récupéré des originaux sans le moindre problème. Ça m'étonne pas, hein, entre ça et puis la dernière séance et les vieux trucs de cinéma. Je pense qu'Eddie Mitchell, je suis pas étonné qu'il fût un grand aficionado, effectivement. Puis donc, après, il avait quelques rapports avec papa, et papa aimait beaucoup Eddie Mitchell aussi dans son œuvre artistique. Donc, vous avez le jury, il faut encore trouver les BD et trouver les concurrents. Oui, eh bien, ça se fait de manière assez classique, hein. Je contacte les maisons d'édition. Je suis pas toute seule, je suis aidée. On contacte beaucoup de maisons d'édition. Déjà parce que le prix n'en est qu'à sa 2e édition, donc elle a peut-être pas eu un retentissement suffisamment important pour que les éditeurs que les éditeurs sachent qu'il faut dorénavant chaque année envoyer rapidement les albums de bande dessinée qu'ils estiment légitimes pour candidater sur un prix de bande dessinée humoristique. Donc là, cette année, on en a reçu entre 60 et 70. Et vous avez trouvé le lauréat facilement ? Non, on n'a pas trouvé le lauréat facilement. On a un premier jury qui est un comité de présélection qui est constitué de 6 personnes formidables qui, eux, lisent assidûment les 60, 65, 70 bandes dessinées. Puis ensuite, on délibère ensemble et on en sort 8. Et après les 8, il y a eu le gagnant. Et après les 8, il y a évidemment un gagnant. C'est qui ? Alors le gagnant, et on est très heureux, c'est Mo CDM, oui, qui est édité chez Fluide Glacial. Je tiens à insister sur le fait que c'est un pur hasard, de la même manière que l'an passé c'était édité chez Dargaud. C'est vraiment l'histoire. Et qu'est-ce que c'est comme album ? Alors c'est un album qui s'appelle « Tirer sur mon doigt, Monsieur le Président », oui, et qui est formidable, qui informe des hauts fonctionnaires de la manière possible de rire et de lire des gags pendant un temps donné, qui peut être 1 mois, 2 mois, pour faire passer le temps. Et c'est un très bel album. Et c'est un jeune dessinateur que vous avez repéré, un jeune scénariste ? Alors, c'est un dessinateur qui est jeune peut-être parce qu'il n'a pas
tout à fait la renommée qu'il mériterait. J'espère que ça lui donnera un coup de pouce. Maintenant, il est pas si jeune que ça. Il n'a pas 30 ans. Non, mais enfin, c'est un métier aussi très particulier. Et c'est vrai qu'il y a un esprit Gottlieb qu'il faut perpétrer. C'est pas évident. Oh que oui. C'est-à-dire il faut perpétrer l'humour, parce que ce qu'on observe aujourd'hui autour de nous, c'est quand même pas très très drôle, que ce soit politiquement ou écologiquement, ce qui est la même chose finalement. Et donc, je pense que c'est important de pouvoir garder toutes ces cartouches pour rigoler. Et le prix Gottlieb, pour vous, c'est le point de départ d'autre chose, parce que quand je dis que vous êtes la conservatrice en chef de Gottlieb, c'est que vous avez décidé de tout faire pour que son œuvre perdure. Ah complètement. Je suis conservatrice, mais je suis ayant droit, donc en plus, c'est quand même pas n'importe qui, c'est mon père. En plus d'être un auteur que j'admire personnellement, ce qui est d'ailleurs un relationnel compliqué aujourd'hui, en ce qui me concerne par rapport à lui, puisqu'en plus il n'est plus là. Donc régulièrement je me dis, mais qu'en penserais-tu et qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu serais fier? Est-ce que tu serais content qu'on fasse ce prix en ton honneur? Est-ce que tu serais content des réseaux sociaux que je fabrique pour... Voilà, j'aimerais... Vous développez Gottlieb sur les réseaux sociaux? Je le développe exactement partout où je peux. Si je peux même le développer dans des endroits improbables, je le ferai. Et justement pour que les jeunes découvrent cette forme d'humour? Oui, qu'ils découvrent cette forme d'humour, principalement parce que c'est une forme d'humour qui, selon moi, n'est pas du tout démodée. On continue aujourd'hui, même à 20 balais, à rigoler du fait que les hommes ont les doigts de pied écartés tout le reste de l'année parce que l'été ils portent des tongs. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est universel, c'est pas daté. C'est un humour universel que Gottlieb a développé. Et d'ailleurs, vous l'avez observé, je crois que vous alliez après l'école le voir en train de travailler et que les restes du goûter étaient sur ses planches. Oh là, j'en foutais partout. Papa avait fait installer un verrou dans son atelier pour ne surtout pas être dérangé quand je rentrais de l'école. Et ce verrou n'a jamais été fermé. La porte était fermée parce qu'il fumait comme un pompier, mais moi je rentrais de l'école et je prenais mon goûter et je prenais un malin plaisir à aller foutre le bordel dans son bureau. Ça ne le gênait pas? Je crois que non seulement ça ne le gênait pas, puis finalement ça devait même lui plaire. Oui, il y a une chose qu'il n'aimait pas en revanche, c'est quand vous deviez l'amener le matin à l'école. Quand il devait vous emmener à l'école. Là. Vous me rappelez des souvenirs épouvantables. De toute façon, papa était incapable de s'occuper de moi quand maman n'était pas là. Donc effectivement, il m'a amené une fois à l'école en chaussons. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en plus, il m'avait ramené une paire de chaussons de Disney, je crois, à l'époque, en forme de Mickey. Le truc où, en fait, on arrive à l'école et c'est la honte. C'est juste la honte. Il avait oublié qu'il était en chaussons? Il a complètement oublié. C'est moi qui étais en chaussons. Il a oublié de me mettre mes chaussures. Carrément. Oui, il m'a emmené à l'école, j'étais en chaussons. Et ça a plu, avec des chaussons Mickey. Voilà. Et là, je suis devenu aussi rouge qu'une pivoine. Et lui, ça l'a fait rire? Il était embêté. Il était embêté pour moi. Mais je crois qu'au final, ça l'a plutôt fait marrer, oui. L'œuvre de Gottlieb est immense et votre but aujourd'hui, c'est de tout repris, de tout répertorier pour que les générations d'aujourd'hui et de demain découvrent Gottlieb. Ah oui, découvrent. Il y a beaucoup de choses. C'est culturel, c'est d'actualité même si certaines bandes dessinées auraient du mal à être d'actualité aujourd'hui, et je trouve ça dommage, mais là c'est encore un autre débat. Mais pour le coup, ouais, je pense que il a une place prépondérante et indispensable aujourd'hui dans l'art, le 9e art, la culture de la bande dessinée. Encore une fois, je le dirai jamais assez, Marcel Gottlieb est dans le dictionnaire. C'est quand même, Marcel Gottlieb a une bibliothèque municipale à son nom. Donc, au Vésinet. Absolument. Et une autre aussi, voici quelques jours, qui est dans une région qu'il a connue. Oui, il a depuis un peu moins d'un mois un jardin à Verneuil-sur-Seine qui jouxte le château des Groux, où papa a séjourné juste après la guerre avec ma tante. Et la mairie de Verneuil nous a contactés il y a bien longtemps déjà pour organiser tout cela, et le fait que le parc de Verneuil-sur-Seine se nomme le jardin Marcel Gottlieb. Et l'œuvre est immense. Ah, l'œuvre est faramineuse. C'est-à-dire
Il y a des planches, mais il y a aussi des dessins, des croquis. Ah bah il y a énormément de choses, des dessins, des croquis, il y a des dessins publicitaires, il y a des couvertures de journaux, des couvertures de pochettes d'albums. On travaille avec Marcel Dady, Gottener, Maxime Le Forestier. Qui étaient ses copains. Et je ne sais pas si dans cette collection, il y a cette chanson. Mais je suis un mauvais Français. Sur la tête, j'ai pas de béret. Cette chanson est culte. C'est les prémices de Superbip. Ouais, non, c'est exactement, c'est Albert Montias, chante Gottlieb. Oui. Il a fait ce 45 tours qui doit être vendu à 35 exemplaires maximum. Ah, je suis plus proche de 32, je pense. 32, voilà. Et il a écrit cette chanson qui a eu aucun succès, mais ça l'a beaucoup amusé. Oui, ça le fait. De toute façon, il touchait à tout, et tout ce qui était un peu artistique, ça le faisait marrer. Et encore une fois, à cette époque-là, il avait les idées qui poussaient comme du chien dent, donc... Mais en même temps, il était un artiste. C'est-à-dire que moi, quand il a créé Fluide Glacial après l'Écho des Savanes, il a demandé son avis à Jacques Diamant sur les finances, et Jacques Diamant lui a répondu: qu'est-ce que je t'apporte à Fleury-Mérogis, des oranges de quelle marque? C'est vrai que c'était pas du tout un financier. Ah, pas du tout. Pas du tout. Il était très organisé, c'était un matheux, il faisait ses comptes et sa compta perso. Maintenant, si le journal a existé, très clairement, si Fluide a existé, c'est 50-50. En tout cas, artistiquement, évidemment, un peu plus la responsabilité de mon père. Mais sans Jacques, ça n'aurait jamais pu se faire. C'est vrai que Fluide Glacial est resté un classique et que Gottlieb a écrit jusqu'à ses derniers jours des éditoriaux dans Fluide Glacial. Alors, pas jusqu'à ses derniers jours, puisqu'à un moment, il a vendu son journal. Oui. Mais il a écrit jusqu'au numéro 164 ou 169. J'ai un petit trou de mémoire. Et dans ses éditoriaux, je crois qu'il a beaucoup inspiré aussi, ce sont vos enfants, Ariane Gottlieb. Oui. Marius en particulier. Oui, Marius, mon fils aîné, qui a aujourd'hui bientôt 29 ans, qui a été l'amour de la vie de mes parents, parce que c'est le premier petit enfant. Donc c'est la découverte de ce nouveau rôle de grands-parents. Mais il était un enfant dans sa tête jusqu'au bout, Marcel Gottlieb. Ah oui. Ça, il est resté jusqu'à la fin très, très adolescent, très enfant. Il aimait rire de la scatologie, pipi, caca. Ça l'a toujours fait marrer. Il est resté très enfant. Et voilà, je crois qu'il vous mettait les doigts dans le nez, dans la bouche. Oui. Ah bah, à moi. Oui. Ah non, mais moi, je peux même pas vous le raconter à l'antenne. C'est-à-dire? Effectivement, je bâillais, il mettait un doigt dans ma bouche, des fois il me tripotait les oreilles, il me mettait un doigt dans le nez. Sur ses épaules, quand j'étais sur ses épaules toute petite, en me redescendant au sol, il pouvait pas s'en empêcher, il me mordait les fesses. Un vrai papa, quoi. Oui, un vrai papa. Et vous avez bien raison de le défendre à travers ce prix, et puis à travers tout ce que vous préparez, parce que ce n'est que le début du combat que vous menez. Ah, mais j'espère bien. Mais je pense que ça va rester le début un long moment, parce qu'il faut lancer une machine, mais je compte bien faire beaucoup de bruit. Eh ben, on sera toujours avec vous sur Sud Radio parce qu'on est fan de Gottlieb et qu'il je vous en remercie beaucoup. Et qu'il mérite d'être reconnu à la démesure de son talent. Complètement. Merci Ariane Gottlieb. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.